Bonjour, nous voici de retour pour notre seconde table ronde de ce matin, qui sera consacrée à la dimension énergie et environnement du nucléaire dans Hauts-de-France. Donc, j'ai l'honneur de passer la parole à Donald Berkez, qui est le président du groupe régional Sfen Hauts-de-France. Eh bien, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je m'appelle Donald Berkez, je suis le président du groupe régional Sfen des Hauts-de-France. Et tout d'abord, un grand merci à vous d'avoir accepté notre invitation à cette table ronde énergie et environnement organisée par la Sfen, Société française d'énergie nucléaire, dont l'objectif est de faire avancer le nucléaire. Nous sommes une association scientifique et technique, une communauté scientifique et technique, dans laquelle il y a 18 groupes régionaux, dont le nôtre, notre région, donc pour les Hauts-de-France. Alors notre bureau, il est composé de représentants d'EDF, de Framatome, d'enseignants, médecins, de jeunes, je vais y revenir une seconde après, avec la jeune génération, d'entreprises PME, d'entreprises prestataires, voilà. Et nous essayons de faire vivre, je dirais, l'actualité, l'information du nucléaire dans notre région. Nous organisons des visites. L'année dernière, par exemple, nous avons visité le centre de stockage de Bure avec l'Andra. Nous avons visité les CHU de Lille, le service de médecine nucléaire du CHU, Salengro et Hurier. Nous organisons des conférences. On a fait une conférence sur le stockage des déchets nucléaires, là aussi avec l'Andra récemment. Voilà. Et donc, n'hésitez pas à nous rejoindre, jeunes, moins jeunes, actifs ou non. Et je voudrais vraiment signaler tout particulièrement les actions du groupe Jeune Génération des Hauts-de-France, qui est très actif auprès des jeunes, dans les écoles, dans les sociétés, justement pour montrer que les jeunes peuvent être attirés par le nucléaire, et ceci, je dirais, dans le cadre, entre autres, de la lutte contre le réchauffement climatique. Voilà. Eh bien, Valérie, je te passe la parole. Merci beaucoup Donald. Donc pour cette deuxième table ronde, j'ai l'honneur d'accueillir Monsieur Paul Christophe, qui est député de la 14e circonscription du Nord. Monsieur le député. Oui, bonjour à toutes et à tous. C'est moi qui suis honoré finalement de pouvoir échanger avec vous. Ces tables rondes sont toujours pour moi aussi des occasions pour apprendre. Donc là, c'est bien l'échange et le débat qui nous permet bien de nourrir des réflexions et donc demain d'être plus efficace également dans nos débats législatifs, puisque parfois, vous le savez très bien, les politiques, en particulier la politique énergétique, relèvent là aussi du travail parlementaire. Donc il est important de se confronter dans le cadre du débat d'idées aux différentes options qui s'ouvrent à nous. Alors bien évidemment, le poids du nucléaire, je ne vais pas vous apprendre grand-chose sur son impact sur le territoire, mais cela dit, donc sur ma circonscription propre, nous accueillons donc le CNPE de Gravelines. Je salue Monsieur le directeur qui est parmi nous, qui vous parlera, je pense, avec beaucoup d'à-propos de son établissement. Ce que je veux dire quand même, c'est que le nucléaire représente un impact non négligeable en matière d'emploi. Alors je pense bien évidemment aux emplois directs, mais aussi aux emplois indirects avec toute la filière de sous-traitance. Mais on oublie souvent aussi de parler des emplois induits, puisque vous savez très bien que les salariés autour des établissements nucléaires sont vraiment de proximité, qu'ils ont des activités bien évidemment de loisirs, mais ils ont des activités aussi, je dirais, du commun pour se nourrir et autres. Et tout cela fait vivre ce que l'on appelle, nous, l'économie induite au titre donc du territoire. Et puis, j'aime bien dire aussi qu'il y a des emplois provoqués. Alors c'est un peu ce que j'appelle aussi l'effet domino, puisque le fait d'avoir une centrale nucléaire a évidemment favorisé l'implantation d'un certain nombre d'entreprises également sur le territoire. Je pense en particulier à ce qu'on appelle les hyper électro-intensifs. Nous en avons 3 aujourd'hui, donc Liberty Aluminium Dunkerque, Comilog, Eramet et Ferro Globe Manganèse, donc 3 entreprises aujourd'hui, qui se sont installées pour des questions évidemment de proximité. Pourquoi ? Parce que la centrale nucléaire apporte une sécurité d'approvisionnement au titre donc de l'alimentation électrique, mais également un faible coût du transport puisque la proximité est présente. Alors, juste pour éclairer un tout petit peu le propos, ce qu'on appelle hyper électro-intensif, c'est une entreprise
pour lequel l'électricité représente 30% de ses coûts de production. Donc vous voyez tout l'intérêt, bien, à la fois de sécuriser l'approvisionnement et à la fois, bien, d'en limiter le coût. Et puis c'est peut-être aussi un vecteur de développement d'économie de demain, puisque on parle aujourd'hui d'implantation, bien, d'unités de production d'hydrogène, alors de l'hydrogène dit vert, donc qui serait produit à partir d'électricité, à partir de l'électrolyse. Donc vous voyez tout l'intérêt finalement d'interconnecter, bien, ces activités économiques autour donc de l'énergie bas carbone que représente le nucléaire. On ne va pas se cacher non plus le fait que l'implantation du CNPE a eu un impact non négligeable sur les ressources propres des collectivités territoriales. Je pense en particulier évidemment à la ville de Gravelines, mais aussi à la communauté urbaine de Dunkerque qui concentre bien évidemment un centre de richesse et qui soutient de fait donc des politiques volontaristes à destination de l'ensemble des populations, cette fois donc du périmètre de la communauté urbaine, un bassin de vie de l'ordre de 250 000 habitants. Et puis enfin, il y a la dimension environnementale, bien évidemment, puisque aujourd'hui, vous savez très bien qu'on s'inscrit dans une démarche d'énergie décarbonée. Donc, c'est tout le débat d'ailleurs qui nous anime depuis lundi à l'Assemblée nationale. Donc, et que le nucléaire s'inscrit évidemment dans cette dynamique et qui permet, bien, en étant un acteur de proximité, là aussi, d'améliorer le score de décarbonation d'un certain nombre d'industries. Et il y a aussi une dimension à laquelle on ne pense pas souvent au niveau du nucléaire, et moi je le vis bien évidemment en tant que président de la commission locale, la CLI de Gravelines, c'est la question de la culture du risque. Et on voit d'ailleurs, sans faire trop de raccourcis, mais le parallèle avec la pandémie, on voit bien que dans le nucléaire, on travaille cette notion de culture du risque. Bien évidemment, elle prospère toujours au regard des incidents, mais nous ne sommes pas forcément demandeurs sur les questions des incidents, mais le nucléaire, en tout cas pour moi, est un vecteur d'information sur cette culture du risque. Et quand on a autour de notre territoire environ 16 sites Céveso, vous comprenez que ça a aussi son importance par rapport à toute sa dimension globale. Et donc, le fait d'ailleurs d'avoir agrandi les périmètres autour des centrales de 10 à 20 km a généré, dans un certain nombre de communes, la mise en œuvre de plans communaux de sauvegarde. Donc, le travail autour de la culture du risque a été quelque part boosté par l'activité nucléaire. Et je conclurai en disant que bien évidemment, cela ne nous empêche pas de nous inscrire dans la dynamique aujourd'hui lancée sur le développement des énergies renouvelables. Alors, je pense en particulier à des projets de développement du photovoltaïque, c'est le cas notamment à Merville, dans l'arrondissement de Dunkerque, et à la réflexion également engagée sur un champ éolien offshore, vous le savez, là aussi à Dunkerque. Ce que l'on peut observer tout de même, c'est que dans le cadre de la dimension renouvelable, la dimension emploi est aussi quelque chose d'important. Donc on voit bien aujourd'hui que nous avons pris beaucoup de retard sur les filières du photovoltaïque et des filières de l'éolien, et qu'aujourd'hui ça reste quand même un frein dans la perception aussi au quotidien des gens. Donc vous avez compris tout l'intérêt que nous avons à travailler aujourd'hui sur ce mix énergétique qui permet de garantir un approvisionnement tant industriel que l'habitat. J'ai en mémoire les incidents de l'été dernier, notamment aux États-Unis, où, bien, faute d'énergie sécurisée parce que le photovoltaïque, parce que l'éolien, bien, a été extrêmement développé dans le territoire du Nevada, on s'est retrouvé en pleine nuit avec une canicule à devoir débrancher plus de 250 000 foyers, ce qui n'a pas été sans conséquence, pardon. Donc, voilà l'intérêt aujourd'hui de ces échanges et je suis très heureux de pouvoir participer avec vous. Merci beaucoup, monsieur le député. Donc, je vais maintenant présenter nos intervenants dans la table ronde. Donc, j'ai l'honneur d'accueillir ce matin monsieur Emmanuel Villard, qui est directeur du CNPE d'EDF Gravelines. Bonjour Emmanuel. Monsieur Alain Burtin, qui est directeur du programme. Bonjour. Monsieur Alain Burtin, qui est directeur de programme à la R&D d'EDF. Monsieur Rodolphe. Bonjour, monsieur Rodolphe Couvois, qui est ingénieur de Polytech Lille, qui est ingénieur à la centrale de Gravelines et membre du groupe de la SFEN Jeune Génération des Hauts-de-France. Et puis enfin, monsieur Guillaume Degois, qui est CEO du groupe Advance et qui est président d'Aluminium France et justement qui nous parlera des besoins des électro-intensifs. Donc, merci à tous les quatre. Donc, je vais d'abord vous poser une question à chacun de vous et j'invite tous les gens qui nous regardent à commencer à poser des questions au fil de l'eau. Donc, pour poser des questions, c'est très simple. Vous quittez le mode plein écran. Et là, vous verrez, il y a une interface pour poser des questions. Et moi, je reçois vos questions au fur et à mesure. Donc, je pourrais donc les poser. Donc, je vais commencer par monsieur Emmanuel Villard, donc qui est directeur du CNPE d'EDF Gravelines. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'installation et justement de son insertion dans l'environnement des Hauts-de-France?
Emmanuel, c'est bon, vous m'entendez? Emmanuel? Je pense qu'on a... Déjà, Ah oui. je suis ravi de participer. Est-ce que vous oui, tout bien? Est-ce que vous m'entendez? Je pense Est-ce qu'on qu'on a a... retrouvé la liaison? Oui, c'est bon. Écoutez, désolé. Donc, je vous disais que je suis ravi de pouvoir vous présenter la Gravine en quelques mots. Donc, Gravine, c'est une centrale nucléaire qui contient 6 réacteurs de 900 MW, qui occupe et qui emploie 2000 salariés EDF et 1000 prestataires permanents. C'est l'honneur de la diriger, la plus grande centrale d'Europe de l'Ouest, avec une production qui s'élevait à TWh. Ce qui représente 10% de la nucléaire. Une production, comme l'a dit Monsieur le député, une production bas carbone, et c'est forcément un atout dans le mix énergétique. C'est bon pour notre air, c'est bon pour notre environnement, c'est bon pour préserver notre planète, et qui a un deuxième atout qui est pilotable, et donc forcément dans un mix énergétique à la fois de l'éolien, du solaire, car ça nous permet... Oui. Emmanuel, je vais vous interrompre parce que la connexion n'est pas bonne. Donc, on va peut-être voir en régie comment vous aider et puis peut-être passer un deuxième intervenant. Donc, on va passer à Alain Burtin. Alain, merci, bonjour. Donc, Alain est directeur du programme R&D directeur de programme à la R&D d'EDF. Et donc, Alain, vous avez fait un travail avec la région Hauts-de-France sur un plan de neutralité carbone pour les Hauts-de-France. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Quelles sont les particularités que vous avez trouvées sur les Hauts-de-France et quel est le rôle aussi de l'électricité bas carbone dans la région? Oui, tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Donc, pour limiter le changement climatique, la France est engagée vers la neutralité carbone en 2050. Cela vient challenger notre approche de l'énergie et nos choix énergétiques, que ce soit au niveau européen ou au niveau à la maille française, mais également au niveau local. Et à EDF R&D, il nous a semblé important d'aborder la dimension territoriale de la transition énergétique. C'est pourquoi nous avons engagé en 2018 une démarche prospective à la maille des régions françaises. Cette démarche visait à comprendre les sources d'émissions de CO2, à identifier les leviers de réduction de ces émissions et également à simuler les différentes stratégies à la maille des régions afin de mesurer l'impact de ces stratégies sur la dynamique de réduction des émissions de CO2, ce pourquoi nous avons mobilisé l'expertise de nos chercheurs et nos modèles détaillés avec des modélisations fines à la maille de la région. Alors, en ce qui concerne la région Hauts-de-France, on retrouve les problématiques territoriales sur les bâtiments et les transports comme dans la plupart des régions, mais aussi des enjeux industriels très importants, ainsi que des enjeux dans le domaine agricole qui ont un poids plus important que dans la plupart des autres régions. Pour la région Hauts-de-France, la transition énergétique constitue un challenge, mais aussi une formidable opportunité, sachant que la région a été une des premières à se mobiliser avec la troisième révolution industrielle. Je vais essayer de vous résumer en quelques mots en fait les principaux enseignements de notre étude concernant la région Hauts-de-France. Sachant que l'urgence climatique oblige à décarboner dès aujourd'hui la consommation énergétique et qu'en France, on a un contexte particulièrement favorable du fait d'un mix de production aujourd'hui qui est déjà très largement décarboné dans le domaine électrique, avec un mix nucléaire, hydraulique, mais aussi avec le développement de nouvelles sources de production énergie. Alors, le principal enseignement, c'est que la décarbonation est faisable, et notamment grâce à l'électrification des usages, ce que je vais essayer de détailler sur les différents secteurs. Alors, concernant tout d'abord le secteur des bâtiments, c'est un secteur qui représente en Hauts-de-France de l'ordre de 20% des émissions énergétiques régionales, notamment du fait de l'utilisation du fioul et du gaz pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire. Ces deux usages représentant l'essentiel finalement des émissions de CO2 du secteur du bâtiment. Nous avons simulé différentes alternatives sur ce secteur, notamment en termes d'efficacité énergétique, de substitution potentielle entre modes de chauffage. Il ressort que le principal levier de décarbonation des émissions est le changement du mode de chauffage.
en substituant des énergies fortement carbonées comme le fioul et le gaz par des alternatives bas carbone. On peut penser aux chaudières biomasse, aux réseaux de chaleur bas carbone et également aux pompes à chaleur. Alors, les pompes à chaleur, souvent, sont réputées pour être chères. En fait, on constate que d'un point de vue économique, elles sont tout à fait compétitives. Elles baissent in fine la facture des ménages. Le problème est essentiellement un problème de financement de l'investissement qui peut être potentiellement élevé. Et aujourd'hui, il y a un certain nombre d'aides qui permettent de lever ce frein. Nous avons également regardé d'assez près la problématique de l'isolation, sachant qu'une meilleure isolation permet de réduire la consommation d'énergie et tout en diminuant la facture des ménages et en améliorant le confort. Néanmoins, le constat que nous avons fait, c'est qu'une stratégie d'isolation maximale très poussée, en fait, peut se révéler très coûteuse, avec, pour les dernières mesures d'isolation, finalement, un rapport coût-bénéfice assez limité. Et entre une stratégie qui consiste à privilégier le choix de sources décarbonées et une stratégie qui consiste à isoler de manière très poussée les bâtiments, on a constaté sur la région de Hauts-de-France un écart de coût de l'ordre d'1 milliard d'euros par an, donc un écart significatif. Donc, conclusion, en fait, il est intéressant d'isoler les bâtiments, mais en essayant de cibler au maximum les gestes les plus performants, ce qui commence par l'isolation des combles et puis également le renforcement de l'isolation des murs lors des ravalements, par exemple. Concernant le transport représente un quart des émissions énergétiques dans la région de France. La majorité de ces émissions, en fait, provenant du transport routier, de passagers et de fret. Nous avons analysé différentes stratégies et modélisant donc les systèmes de transport au niveau de la région en intégrant le développement des transports en commun, des évolutions des modalités de transport, des évolutions également des comportements. Ce qu'on constate, c'est que l'ensemble de ces gestes et de ces mesures qui sont très utiles, en fait, permettent de réduire les émissions du transport de l'ordre de 30%, de couvrir finalement les croissances tendancielles et d'aller un peu au-delà. Par contre, si on veut aller vers une décarbonation très profonde du secteur des transports, en fait, le constat, c'est que près de 90% en fait, des déplacements, des kilomètres passagers, en fait, sont effectués en véhicules particuliers. Et donc, si on ne s'attaque pas à la question des émissions des véhicules, on n'arrivera pas à une décarbonation profonde. De ce point de vue-là, le développement de la mobilité électrique est une opportunité très forte qui permet dans nos scénarios d'atteindre des niveaux de décarbonation très très élevés au niveau des transports. Alors, ces niveaux de décarbonation, dans le contexte français, est favorisé par le fait que l'électricité est déjà fortement décarbonée, sachant que le véhicule électrique, s'il est développé avec un mix électrique carboné, peut être plus émetteur, en Chine par exemple, que des véhicules thermiques. Par contre, dans le contexte français, ça se révèle efficace et dès maintenant. Concernant l'industrie, l'industrie est traditionnellement très implantée dans les Hauts-de-France et elle compte pour 40% des émissions de CO2 énergétiques, ce qui est très nettement supérieur à la moyenne française, mais qui est lié au fait qu'avec la région sud, en fait, la région Hauts-de-France, en fait, concentre un certain nombre d'industries électro-intensives et également intensives en carbone. Alors, ces industries, en fait, se présentent une problématique un peu différente de celle qu'on peut avoir dans les bâtiments et dans les transports, puisqu'en fait, c'est des activités qui sont en concurrence au niveau international. Le fait de réduire les émissions avec une logique territoriale pourrait conduire, par exemple, à des délocalisations qui pourraient ne pas se révéler au niveau global efficaces si ce qui était produit en France était produit dans d'autres régions avec finalement des émissions qui pourraient éventuellement se révéler supérieures. Je pense que produire de l'aluminium en France, c'est sans doute plus efficace en termes d'émissions de CO2 que produire de l'aluminium en Chine avec une électricité très carbonée. Donc l'enjeu pour ce secteur, c'est à la fois de réduire ses émissions. On a intégré dans nos scénarios un certain nombre de mesures qui sont mises en œuvre par les industriels, qui permettent depuis déjà un certain nombre d'années de réduire, en termes d'efficacité énergétique, de réduire la consommation, mais aussi de réduire les émissions de CO2 grâce à l'électrification de certains process. On n'est pas allé complètement au bout de cette démarche. On a intégré sur le secteur qui concerne l'acier
des possibilités d'électrification qui permettraient de réduire très fortement le process de production d'acier, les consommations en termes de CO2 de production d'acier. Par rapport à notre scénario, il est clair qu'il existe des upsides dans le domaine industriel par rapport aux résultats que nous obtenons. Compte tenu de ces hypothèses, au global, nos simulations conduisent à l'horizon 2050 à atteindre un facteur de réduction de 5, un facteur 5 de réduction des émissions d'origine énergétique à l'horizon de 2050 dans la région Hauts-de-France. Ceci a un coût raisonnable, et notamment grâce au développement des usages de l'électricité. Alors, ceci se fait avec une consommation d'énergie qui baisse de 40%. Aujourd'hui, la consommation énergétique de la région est de l'ordre de 200 TWh, toutes énergies confondues. Notre simulation conduirait à l'horizon 2050 à 120 TWh. Alors, cette baisse de consommation, je vais y revenir rapidement, est liée à la fois à des mesures d'efficacité énergétique, mais également à l'efficacité énergétique intrinsèque des usages de l'électricité. Alors, en termes de consommation d'électricité, par contre, on constate une hausse dans nos scénarios, compte tenu du développement des usages d'électricité, mais une hausse qui reste somme toute modérée. Aujourd'hui, l'électricité représente 25% du bilan énergétique de la région, donc une cinquantaine de térawattheures, et dans nos simulations, on atteint à l'horizon 2050 de l'ordre de 60 térawattheures. Donc une hausse de la consommation d'électricité, mais pas une explosion. Si on regarde, alors peut-être pour un petit commentaire donc sur effectivement la raison en fait de ce résultat, c'est qu'en fait si on compare la consommation d'un moteur électrique à celui d'un moteur thermique, en fait un moteur électrique a un rendement proche de 90%, alors qu'un moteur thermique a un rendement de l'ordre de 20 à 25%. Donc on a un facteur de l'ordre de 3 à 4 en termes de consommation. Et c'est un ordre de grandeur qu'on retrouve quand on regarde, quand on compare une pompe à chaleur, par exemple, par rapport à une chaudière. La pompe à chaleur, en fait, qui fait un transfert de calories et qui produit pas les calories, en fait, pour chauffer pour le même service, en fait, va consommer 3 à 4 fois moins d'énergie. Donc finalement, le développement des usages de l'électricité très performants est à la fois un moyen de décarboner et aussi un levier d'efficacité énergétique globale. Alors, si on regarde peut-être quelques mots sur le bilan énergétique de la région, hein, pour terminer, en fait, aujourd'hui, donc la région Hauts-de-France est une région qui est très fortement interconnectée au sein du système électrique européen. La production à la maille locale couvre à peu près 95% des besoins de la région, avec notamment la centrale nucléaire de Gravelines. Et la région, par ailleurs, possède un très fort potentiel éolien qu'elle a commencé à développer. En termes de potentiel, en termes techniques, on pourrait atteindre plusieurs dizaines de gigawatts. Après, ça peut effectivement poser des questions. Il y a des débats, je sais, dans la région sur les problématiques d'acceptabilité. Mobiliser ce potentiel, ça implique quand même une emprise territoriale qui est quand même très élevée. Ceci dit, aujourd'hui, la région Hauts-de-France, en fait, est une des principales régions en termes de développement de l'éolien, avec un quart de la production éolienne existante en France, avec également des potentiels de développement d'éolien offshore. Globalement, si on regarde finalement l'approvisionnement actuel en énergie de la région, 70% de cet approvisionnement, en fait, dépend d'énergies carbonées comme le pétrole, le gaz et le charbon. Et la région a engagé un programme de valorisation des ENR, à la fois électriques mais également énerthermiques. Et en fait, avec un programme relativement ambitieux à l'horizon 2050 qui triplerait la production ENR de la région, en fait, on pourrait couvrir de l'ordre de 50% de la consommation en fait, des besoins de la région à cet horizon. Ce qui veut dire que globalement, pour assurer la transition, on aura besoin des ENR, mais aussi de toutes les énergies, dont le nucléaire, de manière à assurer finalement la soutenabilité de cette transition. Je vais m'arrêter là. Oui, on a beaucoup de questions, dont des questions pour toi, donc on reviendra là-dessus. Donc je vais revenir vers Emmanuel Villard, qui est directeur du CNPE de Gravelines, où j'espère qu'on a donc une meilleure connexion pour vous écouter, Emmanuel. Je vous laisse la place. Écoutez, j'espère aussi, je suis désolé, je vous remercie de cette petite interruption. Donc je vous disais que la centrale de Gravelines, c'est 6 réacteurs de 900 MW qui emploient 2000 salariés et 1000 prestataires permanents.
aux chiffres auxquels s'ajoute un certain nombre de personnes supplémentaires en fonction du programme industriel, mais j'y reviendrai. L'avantage d'une centrale nucléaire, c'est vraiment une production, enfin, monsieur le député l'a déjà dit, et c'est une production décarbonée qui est un atout dans le mix énergétique. Et son deuxième atout, c'est qu'il est pilotable. À titre d'illustration, ce week-end, avec une production éolienne et un besoin de consommation, et une consommation, donc un besoin de production a baissé, nous avons 3 réacteurs sur les 6 qui ont fait de la modulation et qui sont descendus pour l'un d'entre eux jusqu'à 200 MW. Donc c'est une adaptabilité et une complémentarité et donc un atout dans un mix énergétique diversifié. Le thème, c'est vraiment aussi la centrale et son impact sur l'environnement. Donc là aussi, ça a déjà été évoqué, mais nous contribuons aussi à l'économie circulaire. À titre d'illustration, les eaux chaudes qui sont produites par notre process sont pour partie utilisées par la ferme aquacole qui est juste à côté de la centrale. Qui est pilotée par une société Aquanor et qui élève des bars et des dorades et qui produit ainsi plus de 1500 tonnes de poissons par an. De la même manière, nos eaux chaudes sont utilisées par le terminal méthanier pour retransformer le gaz qui est transporté par bateau en phase liquide et pour le retransformer en gaz. De la même manière, la centrale est un partenaire économique de la région. Ainsi, ce sont plus de 60 millions d'euros d'achats qui ont été effectués auprès d'entreprises qui ont leur SIRET dans les Hauts-de-France. Et monsieur le député l'évoquait, les retombées économiques pour le territoire sont assez importantes aussi, puisque en 2020, la centrale a payé 115 millions d'euros de taxes diverses à l'ensemble des entités de la région. Nous souhaitons et nous engageons aussi un certain nombre de partenariats avec, que ce soit des associations, avec la SNSM, pardon, avec le Téléthon, les Restos du Cœur, avec des écoles d'ingénieurs aussi, puisque forcément ces ingénieurs sont nos employés et nos salariés de demain. Je peux citer l'IMT de Douai ou l'école d'ingénieurs du littoral, dont j'ai la chance de parrainer la première promotion de Dunkerque avec la spécialité nucléaire, et aussi un nombre important de partenariats avec les acteurs de l'emploi, que ce soit Pôle emploi, Agir ou Entreprendre ensemble. Enfin, et ça c'est vraiment une politique d'EDF et pas seulement de la centrale de Gravelines, on a un engagement fort pour l'alternance, avec en 2021 plus de 70 alternants qui vont être recrutés de niveau bac pro jusqu'au niveau ingénieur. Nous avons aussi, et je l'ai dit, un programme industriel de grande ampleur, et ça, qui va s'étaler jusqu'en 2028. Vous avez peut-être pour certains entendu parler du grand carénage, qui sont les investissements qu'EDF va engager pour poursuivre la durée d'exploitation des centrales au-delà de 40 ans. Donc ce grand carénage pour la centrale de Gravelines, il se décompose en 2 grands chantiers ou 2 grandes parties. La première, ce sont la réalisation de nos visites décennales, les 4e visites décennales, tous les 10 ans. Chacune de nos installations, de nos unités de production, donc des 6 unités de production de Gravelines, fait l'objet d'un check-up complet où on vérifie un certain nombre de paramètres, on vérifie l'étanchéité du circuit primaire, on vérifie l'étanchéité de l'enceinte du réacteur. Et tous ces contrôles-là nous permettent de présenter un dossier à l'autorité de sûreté nucléaire qui nous autorise ou non la poursuite de l'exploitation de nos réacteurs pendant 10 années supplémentaires. Donc de 2021, cette année, jusqu'à 2028, nous allons réaliser des visites décennales sur l'ensemble de nos réacteurs. 2021, c'est la visite décennale du réacteur numéro 1 de Gravelines. Donc un chantier de grande ampleur qui va drainer à peu près 2000 personnes supplémentaires sur le site. La deuxième catégorie de gros investissements, ce sont les chantiers qui sont engagés au titre du retour d'expérience de Fukushima. À titre d'illustration, en juin 2020, on a mis en exploitation le dernier des diesels ultime secours. Ce sont des diesels d'un peu plus de 3 MW qui permettent de réalimenter électriquement nos installations en cas de séisme ou en cas d'inondation. Donc ça, c'est un premier exemple de chantier. Un deuxième, ce sera une digue qui sera construite, qui est en train de sortir de terre autour de la centrale, ou qui va sortir de terre de manière imminente. Le terrassement est quasi terminé. Qui sera une protection périphérique contre les inondations, qui est là aussi une digue de plus de 4 mètres de haut et 20 mètres d'emprise au sol. Donc tous ces gros chantiers drainent une population extrêmement importante, à la fois de travailleurs,
d'industrie, qu'elle soit nationale et ou locale. Et encore une fois, c'est vraiment une grande préoccupation pour nous que d'augmenter encore ce taux d'achat pour les entreprises locales, ou en tout cas les entreprises domiciliées en Hauts-de-France. Et enfin, on a une préoccupation de l'environnement qui est quasi permanente. C'est bien sûr une préoccupation de tout instant, avec, ce sont plus de 23 000 analyses qui sont réalisées chaque année, à la fois sur des prélèvements de poussière, des prélèvements d'eau, des prélèvements de lait dans les fermes avoisinantes, des prélèvements d'herbe, qui permettent de garantir l'absence d'impact sur notre environnement. On engage là aussi au titre des partenariats au titre de l'éco-pâturage avec un troupeau de moutons qui viennent s'occuper de nos abords et éviter là aussi de mettre des difficultés en termes de sécurité avec des machines qui émettent du CO2 et qui peuvent mettre en difficulté les personnes qui les conduisent, puisque toutes ne sont pas dans un terrain plat, et aussi un certain nombre d'apiculteurs. Donc on a la chance de produire le miel de la centrale de Gravelines. Alors ce ne sont pas des tonnes de production, mais en tout cas quelques centaines de pots chaque année, et on en est très fiers. Voilà ce que je pourrais vous dire sur l'impact de la centrale sur la région et en tout cas sur son territoire. Merci, merci beaucoup Emmanuel. Donc, on a parlé de l'installation de Gravelines, on a parlé aussi de la décarbonation des secteurs industriels dans les Hauts-de-France. Donc, on a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui donc Monsieur Guillaume Debois, qui est le CEO du groupe Advance. Donc, je crois aussi que vous avez été directeur d'Aluminium Dunkerque. Vous allez nous raconter. Et donc, et vous êtes aussi président de l'association Aluminium France. Donc, est-ce que vous pouvez nous décrire en fait pourquoi Aluminium est venu à l'époque, je pense que c'était Péchinet, est venu s'installer à Dunkerque. Et aujourd'hui, quels sont justement, comment vous voyez ces enjeux de décarbonation? Est-ce que c'est quelque chose que vos clients demandent? Et comment vous voyez ça en termes de compétitivité industrielle? Oui, bien sûr. Merci pour toutes ces questions. Bonjour à chacun et à chacune d'entre vous. Alors, je vais commencer un tout petit peu par l'histoire. Effectivement, l'histoire d'Aluminium Dunkerque est très très liée, intimement liée à celle de la centrale nucléaire de Gravelines. Puisque quand Aluminium Dunkerque a vu le jour, donc dans les années 90, sa localisation a été décidée grâce à l'installation des réacteurs 5 et 6 du CNPE. Et il y avait donc une production abondante d'électricité à ce moment-là, et Aluminium Dunkerque donc a pu voir le jour. Pourquoi cette connexion forte entre Aluminium Dunkerque et la centrale? Il faut savoir que Aluminium Dunkerque est le site industriel en France qui consomme le plus d'électricité. Pour donner quelques chiffres, Aluminium Dunkerque, c'est 450 mégawatts de puissance, donc à peu près 4 TWh par an, soit à peu près la moitié donc, de la production d'un des 6 réacteurs du CNPE de Gravelines. Donc, vous voyez une consommation importante, une consommation aussi d'électricité qui se caractérise ce qu'on appelle base load, donc en langage technique, ce qui veut dire qu'on consomme à peu près en permanence un ruban d'électricité et on ne peut pas interrompre cette consommation, ou en tout cas très difficilement, et si on le fait, on peut le faire que pour une période courte. Et donc, on a besoin d'une sécurité d'approvisionnement électrique importante. Et comme le disait notre député Paul Christophe tout à l'heure, c'est important effectivement de pouvoir avoir cette connexion, cette proximité entre la centrale et donc un gros consommateur électrique qui est Aluminium Dunkerque. Le deuxième sujet, vous parliez, et vous avez tous mentionné ça, le fait que l'électricité d'origine nucléaire est une électricité bas carbone. Donc c'est quelque chose qui est de plus en plus important pour nous. Nous produisons chaque année 280 000 tonnes d'aluminium primaire sur le site d'Aluminium Dunkerque, et la plupart de nos clients ont un intérêt de plus en plus fort pour avoir de l'électricité, de l'aluminium issu d'électricité bas carbone. Comme nous sommes un gros consommateur d'électricité, et c'est le cas de toute la production d'aluminium primaire dans le monde, plus l'électricité
que nous utilisons pour fabriquer cet aluminium est décarboné, bien évidemment, moins il y aura de carbone dans le produit final. Pour donner quelques chiffres, la consommation, enfin les émissions de CO2 qui sont relatives à la consommation d'électricité d'Aluminium Dunkerque, c'est moins de 0,5 tonnes de CO2 par tonne d'aluminium produit. Là où en Chine, on va plutôt être aux alentours de 12-15 tonnes de CO2 émises donc par l'électricité consommée par tonne d'aluminium produit. Donc vous voyez un rapport qui est extrêmement significatif et significativement en faveur de la production d'aluminium en France, puisque nous bénéficions en France d'électricité très décarbonée, principalement grâce à ce mix nucléaire. Ensuite, sur l'impact sur le territoire, donc Aluminium Dunkerque, c'est 600 emplois, un peu plus de 600 emplois directs. C'est aussi 150 à 200 sous-traitants qui travaillent en permanence dans l'usine. Et puis, bien évidemment, beaucoup d'autres sous-traitants de la région, de la grande région Hauts-de-France, et plus largement en France et en Europe, qui travaillent pour cette industrie, qui investit à peu près 40 millions d'euros chaque année pour maintenir et moderniser cet outil industriel. Voilà pour ces quelques mots sur Aluminium Dunkerque, et bien évidemment, ça me fera plaisir de répondre à toutes les questions que vous pourrez avoir. Merci beaucoup, Monsieur Degois. Donc, on attend encore, on a un souci de connexion avec Rodolphe Couvois qui doit nous rejoindre. Donc, je vais commencer à prendre les questions. Alors, je vous rappelle que pour poser des questions, vous sortez du mode plein écran et que l'interface donc vous permet de poser des questions. Donc, je commence à en avoir. Donc, une pour Emmanuel qui est est-ce que on peut avoir des informations relatives au plan air-climat de la centrale? Alors, je ne sais pas trop quoi vous répondre, puisque en fait, on n'a pas de plan air-climat, en tout cas en nom propre. En revanche, on a un certain nombre d'actions qui visent là aussi à réduire encore notre empreinte carbone. Donc, je l'ai dit, l'éco-pâturage en est une des solutions, l'économie circulaire en est une autre, mais on réfléchit là aussi je vous donne un exemple concret. On a supprimé une des navettes internes qui était un bus qui fonctionnait au diesel. Voilà, donc ça fait du bien à nos salariés qui marchent un peu plus, certes, mais au final, on émet moins de CO2. On est en train de réfléchir là aussi à l'ensemble des navettes qui relient les cités. Qui relie les cités à la centrale pour regarder, voir si on a d'autres solutions. On a des accords, et là dans le cadre du groupe EDF, pour des véhicules électriques, ou en tout cas des partenariats avec certaines sociétés. Donc ce sont tous ces éléments-là qui pour moi, entrent en ligne de compte vis-à-vis de notre action en termes de réduction de notre empreinte carbone. Par contre, je n'ai pas, au sens purement littéral, de plan air-climat en tant que tel sur la centrale. Alors, j'ai une question sur l'hydrogène. Voilà, donc je crois que monsieur le député en a parlé. Est-ce que justement la centrale de Gravelines ne pourrait pas devenir un hub pour la production d'hydrogène dans la région et potentiellement exportable? Donc où on en est là-dessus? Est-ce qu'il y a des réflexions en ce sens? Effectivement, on a des réflexions actuellement sur la production d'hydrogène donc dit verte. Donc une hydrogène non pas à partir d'un vapocraquer et de gaz naturel, mais une hydrogène à partir d'électrolyse de l'eau. Vous l'avez compris, pour pouvoir produire cet hydrogène, il faut à la fois de l'eau et à la fois donc une électricité. Là encore, la notion de fourniture garantie, ce qu'apporte le nucléaire par rapport à une énergie intermittente a beaucoup de sens. Et donc l'idée effectivement est de profiter donc de la proximité de la centrale nucléaire pour implanter une unité de production. D'ailleurs, je pense que c'est aussi une réflexion que porte Aluminium Dunkerque, si j'ai bien compris, en cas d'un nouveau process,
qui pourrait être encouragé d'ailleurs par le plan de relance gouvernemental. Donc aujourd'hui, oui, le site offre à la fois la surface foncière pour pouvoir porter cette réflexion, offre la ressource en eau et offre la ressource en électricité. Donc on a cette volonté. Alors vous savez que tout le Dunkerquois est aujourd'hui en train de muter. On regarde son tissu industriel justement autour de la décarbonation. Et c'est pas pour rien d'ailleurs si 3 projets Dunkerquois ont déjà été retenus dans le cadre du plan de relance gouvernemental avec cette dimension développement durable. Et donc nous souhaitons accompagner bien évidemment avec toute l'énergie possible ces développements d'entreprises qui ont tout son sens. D'accord. Est-ce que Guillaume, vous voulez ajouter quelque chose? Alors, je confirme qu'effectivement, il y a des projets de décarbonation qui sont soutenus par le plan de relance. Aluminium Dunkerque en a déposé un et a été retenu, mais je sais que mes voisins ont fait de même, en particulier ArcelorMittal, qui est un des gros industriels de la plateforme, dont parlait notre député tout à l'heure, qui lui aussi a déposé plusieurs projets donc, de décarbonation. Pour revenir sur l'hydrogène, l'hydrogène est effectivement un très bon vecteur pour décarboner la fabrication de l'acier. Pour l'aluminium, malheureusement, ça ne fonctionne pas. Il y a d'autres possibilités pour décarboner la production d'aluminium primaire. C'est entre autres l'anode inerte, mais elle n'utilise pas d'hydrogène. Très bien. Alain, est-ce que vous pouvez dire quelques mots sur justement la place de l'hydrogène dans le scénario que vous aviez fait? Est-ce que les choses peuvent évoluer par rapport justement aux annonces du gouvernement sur des soutiens accrus à l'hydrogène? Oui, donc dans le scénario que nous avons développé, en fait, nous avons l'hydrogène, nous l'avons finalement pas intégré dans les solutions les plus immédiates, hein, sachant que notre objectif était de regarder les solutions qui pouvaient se mettre en œuvre de manière le plus rapide et plus efficace possible avec les technologies existantes, sachant que l'hydrogène en fait, peut intervenir en complément des solutions que nous avons envisagées, notamment pour la décarbonation des usages qui ne peuvent pas se décarboner directement par l'électricité. Donc ça peut être concerner le transport lourd notamment, et puis ce qui vient d'être évoqué dans l'industrie. C'est des choses que nous n'avions pas pris en compte dans l'étude, mais qui tout à fait sont des perspectives possibles, qui pourraient se traduire d'ailleurs par une augmentation de la consommation d'électricité dans la région, si on développait l'usage de l'hydrogène produit à partir d'électrolyse. Oh putain, mais c'est moi qui ai tout fait foirer comme ça. Désolé. Merci beaucoup. Alors, j'ai une question sur la Belgique, en fait, hein, puisque la Belgique prévoit de fermer ses réacteurs nucléaires en 2025 et que c'est 50%, je crois, de leur consommation. Donc, la région Hauts-de-France, je crois, aujourd'hui est équilibrée entre sa consommation et sa production. Donc, est-ce que c'est une opportunité pour exporter de l'électricité vers la Belgique? Comment est-ce qu'il y a une anticipation qui est faite actuellement chez EDF sur la fermeture des centrales belges? Alors, oui, en fait, on mène des analyses sur le système électrique européen globalement. Donc, effectivement, au niveau de la Belgique, le poids du nucléaire en Belgique est significatif. Considéré au niveau global de l'Europe, cette fermeture peut se gérer au travers des échanges et des interconnexions. Notamment, il y a pas mal de projets de développement d'éoliens offshore en mer du Nord. Et donc, il y a sans doute une solution à trouver pour la Belgique pour arriver à diversifier son approvisionnement, sachant que, par contre, le risque pour la Belgique, c'est d'avoir à développer des solutions carbonées comme du cycle combiné gaz pour compenser la fermeture des tranches, ce qui conduirait malheureusement à une hausse des émissions de carbone de la Belgique. D'accord. Donc, Emmanuel, j'ai une question. Globalement, ce qu'on anticipe quand même au niveau européen, c'est qu'accompagnant le développement des renouvelables, on anticipe un renforcement significatif des interconnexions et que globalement, donc, on pourra bénéficier d'une solidarité entre les différents pays européens en matière d'approvisionnement d'électricité, notamment face à l'intermittence. Un premier levier, c'est déjà de pouvoir faire foisonner la disponibilité des différents moyens de manière à avoir de l'électricité à chaque instant dans chacune des zones. Sachant qu'un bilan uniquement à la maille d'une région
en fait, pose problème. On voit le cas des Texas récents qui bénéficient finalement d'interconnexions très limitées avec le reste des États-Unis. Dans les situations de pénurie et de tension, le fait d'être interconnecté est un atout pour les différentes zones. Donc la solidarité, dans ces cas-là, joue. Merci beaucoup, Alain. J'ai une question pour Emmanuel, qui est de savoir, est-ce qu'il y a la place pour 2 EPR sur le site de Gravelines? Alors, il ne vous a pas échappé qu'il n'y a pas de décision aujourd'hui de construire ou non des EPR. Donc en ça, je ne réponds pas directement à la question, mais notre objectif, c'est le jour où la décision sera prise, si elle est prise, c'est de potentiellement être prêt. Voilà, donc EDF doit remettre au gouvernement un dossier au président de la République, et ensuite, écoutez, la République fera ce qu'elle a à faire, et on est en démocratie. Donc aujourd'hui, tant que la décision de construire des EPR n'est pas prise, c'est un peu compliqué que de parler de construction d'EPR sur un site ou un autre d'ailleurs. Voilà. Bon, d'accord. Alors j'ai une question qui nous concerne pas directement, mais peut-être que quelqu'un peut répondre. Donc il y a une question qui est remontée de savoir pourquoi nous sommes en retard sur les parcs éoliens offshore en Hauts-de-France. Puisque l'un d'entre vous a la réponse là-dessus. Cette question. Il y a plusieurs raisons à cela, on va dire. Très bien. Si je peux me permettre, il y a plusieurs raisons à cela. La première, ça n'a pas été un choix premier dans le cadre de la politique énergétique. La seconde, voilà, aujourd'hui, vous savez très bien que lorsqu'un parc est décidé, eh bien le droit s'applique, et le droit aujourd'hui est un long chemin, notamment en termes jurisprudentiels et en termes donc de recours introduits de ci, de là, au-delà des études réglementaires. Donc la nouvelle dimension aujourd'hui réglementaire pose sur ce qu'on appelle un permis enveloppe, qui devrait permettre donc de raccourcir les délais de recours, évidemment tout en respectant le process de consultation, d'études, au regard donc des dimensions et des impacts. Mais voilà, je pense qu'il y a eu à la fois un choix politique au départ qui n'a pas été premier sur le développement offshore, et puis ensuite un processus réglementaire long, comme malheureusement on sait aussi le produire en France. Et donc je pense que les nouveaux dispositifs aujourd'hui dits du permis enveloppe permettront d'accélérer demain le déploiement des champs offshore. Merci beaucoup. Merci. Donc j'ai une question sur parmi les électro-intensifs, il y a les data centers, et je crois donc qu'il y a un site d'OVH, un hébergeur qui est sur le site de Gravelines. Est-ce qu'on sait combien consomme OVH aujourd'hui? Et aussi, Alain, est-ce que on voit dans les scénarios ce que vous avez étudié justement la place que peuvent prendre les data centers qui, je crois, sont très présents en Hauts-de-France, justement, dans la part de la consommation de la région. Alors, la question de la consommation, en fait, du secteur numérique, en fait, est un sujet qui est aujourd'hui sur la table. Hein. On parle de sobriété numérique. Le constat qu'on fait, c'est que ça représente à peu près 8% de la consommation énergétique d'ensemble. Il y a des gains, il y a quand même sur la consommation des serveurs, il y a des gains qui sont faits en termes d'efficacité. Donc c'est un sujet qui est devant nous, je pense, en termes de déploiement massif du numérique. Par contre, dans l'étude spécifique Hauts-de-France, c'était pas un point en tant que tel qui était critique vis-à-vis de la consommation de la région, sachant que nous sommes focalisés dans cette étude sur les émissions de CO2 et que la consommation électricité en France étant décarbonée, pas un sujet d'étude. D'accord. Et Emmanuel, vous savez combien consomme le site d'OVH, où ils sont juste à côté de la centrale, c'est ça? Et oui, alors ils sont pas très loin. Malheureusement, j'ai pas encore eu la chance d'aller les rencontrer, donc j'ai malheureusement pas la réponse à cette question. Non, malheureusement. Très bien, merci. Donc, Alain, il y a une question pour vous qui concerne des scénarios de 2015 que vous avez fait. Donc, c'est une question relativement spécialisée, mais en fait, c'est en rapport justement au potentiel de foisonnement des renouvelables
en France. Est-ce que, du coup, est-ce que vous avez révisé votre étude récemment, etc. Et on sait aussi que, je pense, pour compléter, qu'il y a eu énormément de fermetures de moyens pilotables en ce moment, ne serait-ce que les centrales à charbon qui sont en train de fermer, et puis quelques centrales nucléaires, comme vous l'avez dit, en Belgique. Donc, est-ce que ça fait peser un risque pour la sécurité d'approvisionnement? Alors, on avait publié effectivement une étude sur 60% de renouvelables en Europe en 2015. Donc cette étude, on l'a mise à jour récemment dans le cadre d'un projet européan qui s'appelle EU6Flex. Donc vous pouvez trouver d'ailleurs les publications de ce projet européen sur son site internet. Donc l'étude mise à jour en fait montre que à l'horizon 2030, en fait, on peut, grâce finalement à la flexibilité des moyens existants, que ce soit le nucléaire, l'hydraulique, y compris les cycles combinés en Europe, on peut faire face aux besoins de flexibilité nécessaires pour la montée en puissance des ENR à cet horizon. Par contre, dans le rapport, on montre effectivement qu'il est nécessaire d'accompagner la montée en puissance des ENR dans le système électrique pour traiter effectivement un ensemble de questions sur le fonctionnement du système, que ce soit le renforcement des réseaux, les questions sur la stabilité, le réglage de la fréquence, également les problématiques autour des réglages de la tension, la gestion des congestions, et puis également adapter le fonctionnement, ce qui est déjà en cours, des mécanismes d'ajustement en Europe, de pouvoir aller vers une gestion du système qui est de plus en plus dynamique et de plus en plus interactive en infrajournalier, de manière à s'adapter au fonctionnement au fonctionnement et aux besoins provoqués par la variabilité de la production renouvelable. Alors, par contre, il est clair que les fermetures en fait de capacité sur le système électrique européen, que ce soit les fermetures charbon annoncées, mais également un certain nombre de déclassements dans moyens gaz ou nucléaire, en fait, tendent à réduire les marges de capacité sur le système. Il y a un bilan prévisionnel RTE qui est sorti très récemment, qui alerte sur les 3-4 années qui viennent. Et donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a une préoccupation au niveau européen sur le maintien des marges de capacité, sachant que les mécanismes de marché actuels, qui sont des mécanismes qui reposent sur un principe d'énergie only market, avec un questionnement sur l'utilité des marchés de capacité, il y a tout un débat sur cette question, en fait, n'incite pas forcément à développer les marges qui seraient nécessaires selon les critères de qualité publique. Donc, il y a un débat qui est en train de monter, effectivement, au niveau français et européen sur l'évolution des règles du jeu, de manière à assurer cette sécurité d'alimentation et à bien rémunérer, effectivement, les services rendus par les différents moyens dans le cadre du système électrique. Donc, c'est un sujet qui est soulevé d'ailleurs dans notre étude, qui renvoie sans doute à des travaux et des débats dans les 3-4 ans qui viennent. Merci beaucoup, Alain. Donc, je crois qu'on a Rodolphe Couvois en ligne. Voilà. Alors, on n'aura pas l'image, mais on aura le son. Voilà. Donc, Donc, Rodolphe, en fait, on souhaitait avoir votre témoignage aujourd'hui parce que je crois que vous avez étudié à Polytechnique. Vous êtes aujourd'hui ingénieur chez EDF. Vous êtes à la Sven Jeune Génération. Et on a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui nous regardent et qui se posent la question de rejoindre les métiers du nucléaire. Et donc, je voulais un peu vous poser la question de votre parcours et pourquoi vous avez rejoint le nucléaire et justement le rôle des enjeux environnementaux dans vos choix et aussi dans vos camarades autour de vous à l'école. Voilà. J'espère qu'on vous entend. Bon, je pense que on me dit que ça ne fonctionne pas. Donc, je suis désolée, Rodolphe. Donc, on aura l'occasion de se revoir à l'organisation d'une réunion organisée par la jeune génération. Donc, on va clore cette table ronde. Je vous remercie beaucoup à tous. C'était extrêmement intéressant. Et donc, cette table ronde sera disponible en replay. Sur la chaîne YouTube de la Sven. Donc, n'hésitez pas à ce moment-là à envoyer le lien autour de vous. Merci beaucoup et merci à vous tous. Au revoir.